Bonjour Monsieur Stefanini et merci d'avoir accepté notre invitation. J'avais envie de démarrer en vous racontant l'histoire d'un homme. Cet homme, c'est Philippe Mion. Philippe Mion, il est administrateur des refuges solidaires du Briançonnais. Et il a annoncé, il y a quelque temps, le 20 janvier dernier, que 19 bénévoles et 3 salariés de son association avaient été auditionnés par la police aux frontières dans le cadre d'une enquête préliminaire. Leur délit, celui de la solidarité, être venu en aide en hébergeant, en restaurant et en soignant des migrants qui traversaient la frontière italienne. Et en France, ce sont de nombreux citoyens, de nombreux bénévoles, d'associations aussi, tous poursuivis un peu à l'instar de Cédric Héroux pour avoir aidé des migrants. Pourtant, vous le savez, le droit européen ainsi qu'une décision du Conseil constitutionnel ont été relativement clairs sur le sujet en parlant d'immunité pénale pour ceux qui fournissent une aide à assurer des conditions de vie dignes. Alors, est-ce qu'il y aurait 2 fraternités ou 2 solidarités en France ? Donc, quelles mesures Valérie Pécresse compte-t-elle prendre pour pouvoir aligner la France sur les directives européennes et dépénaliser le droit de solidarité ? Alors, moi je pensais que cette affaire, merci d'abord pour votre invitation et merci pour cette première question. Je pensais que cette affaire du délit de solidarité, entre guillemets, puisque l'expression n'existe évidemment dans aucun texte, ni législatif et encore moins dans un texte à caractère pénal, mais je pensais que cette affaire avait été définitivement réglée par le Conseil constitutionnel dans sa décision de juillet 2018 et par les modifications qui ont été apportées ensuite au Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc ce que j'ai compris de cette question, c'est que le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il existait une immunité pénale, d'une part pour les membres de la famille d'un ressortissant étranger qui séjourne en France de manière irrégulière et qui est aidé par ses membres de famille, et d'autre part pour toute autre personne, et notamment pour les membres des associations, à condition qu'elles agissent dans un but humanitaire, et à condition que l'aide qu'elles apportent à l'étranger concerné concerne le séjour irrégulier ou, et c'est un des apports de la décision du Conseil constitutionnel, la circulation en France dès lors qu'elle s'adosse au séjour irrégulier. Donc là-dessus, je crois que la situation a été réglée. La décision du Conseil constitutionnel a été suivie très rapidement par une modification, encore une fois, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis j'ai vu qu'il y avait une ordonnance qui était intervenue en 2020. Donc ça, les choses me paraissent claires. Alors, en revanche, autant, et vous le savez également, le séjour irrégulier n'est plus en France un délit depuis 2012. En revanche, l'entrée irrégulière reste un délit. Et notamment un étranger qui rentre en France de manière irrégulière et qui est interpellé en flagrance, eh bien, il est regardé comme ayant commis un délit, il peut être condamné, et la décision du Conseil constitutionnel de 2018 ne s'applique pas aux actions, y compris aux actions associatives, qui peuvent être entreprises pour aider un étranger à entrer en France en situation irrégulière. Et dans sa décision de 2018, le Conseil constitutionnel a bien fait le partage entre tout ce qui a trait au séjour irrégulier en France et tout ce qui a trait à l'entrée irrégulière en France. L'entrée irrégulière, ça reste un délit, et par voie de conséquence, celles et ceux qui aident un étranger à entrer irrégulièrement en France peuvent faire l'objet de poursuites, et je pense que ce n'est pas un hasard si les exemples que vous citez se situent tous dans une région frontalière où ce qui est en jeu, ce n'est pas le séjour irrégulier, c'est l'entrée irrégulière. Pardonnez-moi, Monsieur Stefanini, puis permettez, je vous prie. Oui. Faire la distinction entre l'entrée irrégulière et le séjour irrégulier n'est-il pas un
paradoxe dans la mesure où il faut avoir accédé à une préfecture pour pouvoir avoir déposé une demande d'asile et que cette demande d'asile est impossible selon le règlement de Dublin pour l'immense majorité des personnes dont la France n'est pas le premier pays d'entrée. Il y a tout de même un paradoxe derrière lequel il nous semble trop facile de s'abriter. Non, j'essaye de ne pas faire de casuistique. D'abord, tous les étrangers qui entrent en France de manière irrégulière ne sont pas tous des demandeurs d'asile. Il y a un certain nombre d'étrangers qui pénètrent en France de façon irrégulière sans être demandeurs d'asile. Alors je conçois que vous vous intéressiez davantage au cas des demandeurs d'asile, mais encore une fois, la particularité des demandeurs d'asile, c'est qu'on ne s'intéresse pas à leurs conditions d'entrée en France. Dès lors qu'ils sont demandeurs d'asile, quelles que soient leurs conditions d'entrée en France, leur demande sera prise en compte. Alors ensuite, elle sera prise en compte dans le cadre d'un règlement européen que vous connaissez bien, qui est le règlement Dublin. Donc si les intéressés, enfin pour faire court, si la France n'est pas le premier pays d'entrée des intéressés, sous réserve d'un certain nombre d'autres critères qui sont contenus dans le règlement Dublin, en effet, les étrangers qui demandent l'asile en France, alors qu'ils sont passés par un pays qui, au terme du règlement Dublin, est le pays responsable de l'examen de la demande d'asile, peuvent être renvoyés vers le pays considéré comme responsable au terme du règlement Dublin. Mais bon, on peut avoir un débat sur le règlement Dublin, mais ce n'est pas le même débat que le débat sur le délit de solidarité. Et je crois qu'il est quand même important de maintenir la distinction que j'ai faite entre l'entrée irrégulière et le séjour irrégulier. Et j'en profite pour prendre un peu de hauteur. Moi, comme vous le savez, j'ai exercé de nombreuses responsabilités en matière de gestion des étrangers. J'ai fait tout mon cursus, j'ai été sous-directeur des étrangers au ministère de l'Intérieur il y a plus de 30 ans, j'ai été secrétaire général du ministère de l'Immigration 15 ans plus tard, enfin, etc. J'avais donc comme partenaire un certain nombre d'associations qui sont peut-être représentées ici dans cette salle cet après-midi. Et pour tout vous dire, je ne suis pas absolument passionné par les débats autour du délit de solidarité. Je pense que vos associations ont un vrai rôle à jouer, quelles que soient vos convictions, pour accompagner les étrangers qui sont présents sur le territoire français, et ce, quelle que soit leur situation. Que ces étrangers soient en situation régulière, qu'ils aient besoin d'être accompagnés dans leur processus d'intégration, ou qu'ils soient au contraire en situation irrégulière, et qu'en fonction des convictions qui sont les vôtres, vous souhaitiez les aider à franchir un certain nombre d'obstacles et peut-être à obtenir leur régularisation. Le rôle des pouvoirs publics, c'est en amont qu'il se situe. Et le rôle des pouvoirs publics, c'est notamment de mieux contrôler, et ça ne sera peut-être pas un point d'accord entre nous, mais je suis là pour exprimer les convictions de Mme Pécresse, le rôle des pouvoirs publics, c'est de faire en sorte que l'immigration puisse être organisée de façon rationnelle. Et c'est la raison pour laquelle, dans son projet politique qu'elle porte à l'occasion de cette élection, Mme Pécresse porte deux idées fortes. La première idée, c'est qu'il faut réguler l'immigration en inscrivant dans notre Constitution le principe des quotas d'immigration. Donc Mme Pécresse se distingue d'autres candidats qui prônent plus ou moins l'immigration zéro. Alors, vous aurez 5 minutes de carte blanche pour évoquer ces points de programme. Mais qui vous dit que ma carte blanche portera là-dessus? Notre petit doigt. Bon, peut-être simplement une précision. Non, mais alors, attendez, parce que j'ai dit deux choses. Je voulais évoquer deux choses. Les quotas, et deuxièmement, la nécessité de mieux contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne. Nous avons fait collectivement, nos grands-parents, nos parents, nous-mêmes, nous avons fait depuis des années le choix de l'appartenance à l'Union européenne, c'est-à-dire un groupement d'États au sein desquels il y a des transferts de souveraineté. Et ce groupement d'États, il n'a pas de politique commune sur tous les aspects de l'immigration, mais s'il y a bien un sujet sur lequel il y a une politique commune entre les États membres, c'est le contrôle de la frontière extérieure. Il y a un règlement commun qui s'appelle le Code frontière Schengen, qui est appliqué par tous les États membres de l'Union européenne. Et Valérie Pécresse pense qu'il faut renforcer les contrôles aux frontières, et singulièrement les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle
D'ailleurs, pendant sa campagne, au mois de janvier, elle s'est rendue en Grèce, pays qui avait été confronté à des flux migratoires très importants en 2015, qui n'avait pas été capable à l'époque de les maîtriser, et qui depuis s'est donné les moyens de les maîtriser avec des instruments juridiques et des instruments matériels qui peuvent inspirer des pays voisins de la France. On aura l'occasion d'y revenir dans la troisième question. Je fais un peu de teasing pour la salle. Une seconde question sur un sujet qui nous est cher chez Ashoka, c'est l'éducation. Et donc depuis le 19 avril 2019, un arrêté relatif au droit d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur impose des frais d'inscription différenciés pour les étudiants extracommunautaires. Pour ces derniers, les frais sont 15 fois plus élevés. Et si cette mesure a été présentée au démarrage comme étant un moyen d'attirer près de 500 000 étudiants étrangers afin de remédier au déclassement de la France sur la scène internationale à l'horizon 2027, elle a été évidemment dénoncée par les associations étudiantes comme une mesure discriminatoire visant à dissuader les étudiants internationaux qui ne disposent pas de revenus conséquents et ou qui ne proviennent pas de pays européens. Si Valérie Pécresse est élue, mettra-t-elle fin à cette stratégie de sélection différenciée des étudiants internationaux sur la base de leurs revenus, voire de leurs origines? Alors, Valérie Pécresse, je vous l'ai dit, elle porte une politique en matière de régulation de l'immigration qui est la politique des quotas. Mais elle se souvient aussi de l'action qui a été engagée à partir du milieu des années 2000 par la droite républicaine, par la droite libérale que je représente à votre micro, et qui a consisté au contraire à faciliter la venue en France des étudiants étrangers. Et je vais prendre deux chiffres qui sont absolument incontestables. En 2000, la France accueillait chaque année 45 000 étudiants étrangers. Enfin, au plus exactement, la France délivrait chaque année 45 000 nouveaux titres de séjour à des étudiants étrangers. Ça, c'est 2000. 2019, 90 000 titres de séjour délivrés à des étudiants étrangers. Ce motif, c'est-à-dire le motif des études, est devenu presque à égalité avec le motif de l'immigration familiale, puisque l'immigration familiale, ça doit être 90 500 ou 91 000. Et qu'est-ce qui explique le doublement en l'espace de 20 ans? Ce qui explique le doublement, c'est des décisions prises par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, puis président de la République, et par son ministre de l'Immigration de l'époque, c'est-à-dire Brice Hortefeux. Quel constat avions-nous fait au milieu des années 2000? D'abord, nous avons la conviction que les étudiants étrangers, à condition qu'ils soient sélectionnés, non pas sur le critère de l'argent, mais sur le critère de la solidité des diplômes qu'ils ont pu acquérir avant de postuler pour venir en France, ces étudiants peuvent être, pour la France, une chance, et ils peuvent être, une fois leurs études terminées, d'excellents ambassadeurs pour la France dans leur pays d'origine, puisqu'on sait qu'un nombre non négligeable d'étudiants repartent, une fois leurs études terminées, dans leur pays d'origine. Et nous avons fait le choix, au milieu des années 2000, de libéraliser les conditions dans lesquelles les étudiants étrangers pouvaient venir en France. Je vais prendre 3 exemples, je vais essayer d'aller vite. Premièrement, nous avons autorisé les étudiants étrangers, pendant leurs études, à exercer une activité professionnelle à temps partiel. Donc nous avons donné aux étudiants étrangers la possibilité de financer leurs études en exerçant une activité professionnelle en France. Ça n'existait pas avant 2005. Deuxièmement, nous avons fait le constat qu'un certain nombre d'étudiants étrangers, notamment d'étudiants originaires des pays du Maghreb, se détournaient de la France pour aller faire leurs études supérieures au Canada ou aux États-Unis, parce qu'à l'époque, une fois qu'ils avaient terminé leurs études, ils n'avaient pas la possibilité de rester en France pour travailler. Nous avons déverrouillé cette interdiction et nous avons notamment permis à tous les étudiants titulaires d'un master de pouvoir rester en France pour avoir une première expérience professionnelle après ce master sans qu'on puisse leur opposer la situation de l'emploi en France. Et dans tous les accords bilatéraux que nous avons signés avec une dizaine de pays, notamment de pays d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, nous sommes même allés plus loin que ce que prévoyait
le droit commun et nous avons autorisé le maintien en France après l'obtention d'une licence, voire même, je crois, dans l'accord avec la Tunisie, après 2 ans d'études supérieures. Monsieur Stefanini. Et ça a joué un rôle décisif dans l'accroissement du flux des étudiants étrangers en France. Mais je réponds à votre question, la question de madame. Je crois encore une fois que ce qui nous intéresse, parce que vous savez, Emmanuel Macron, il a réduit le montant des dépenses publiques en France par étudiant. Si vous regardez le budget des universités, depuis une dizaine d'années, le montant des dépenses publiques en faveur des universités françaises, rapporté au nombre d'étudiants, a diminué. Donc ça explique sans doute les mesures qui ont été prises en 2019 et qui ne me paraissent pas opportunes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les étudiants étrangers qui viennent en France soient de vrais étudiants, des gens sérieux, des gens qui ont acquis, pour être clair, l'équivalent de leur baccalauréat dans de bonnes conditions, et qu'ensuite ils puissent faire leurs études en France et partir dans leur pays d'origine. Il est intéressant de voir qu'un très faible nombre de pays émettent des diplômes dont les équivalences sont reconnues par la France. Il nous semble donc abscon d'exiger une équivalence que nous-mêmes n'accordons pas. Et au-delà de ce paradoxe, si vous voulez qu'il vous reste 3 à 4 minutes pour votre carte blanche, je vous propose de passer à la dernière question. Et il reste 2 minutes pour cette question, on est d'accord, qui est un problème de maths, on reste dans l'éducation. Dans votre programme Nouvelle France, vous mentionnez votre intention de reprendre le contrôle de nos frontières en mettant en place des expulsions effectives. Et vous citez l'exemple de l'Allemagne, qui expulserait 4 fois plus que la France de clandestins par charter avec Frontex. Sachant que le coût moyen d'un éloignement forcé est estimé à environ 13 000 € et que pour la seule année 2018, l'expulsion des étrangers non régularisés a coûté 438 millions d'euros à la France, comment comptez-vous financer le presque 2 milliards qu'il serait nécessaire pour correspondre aux 127 000 personnes concernées par ces mesures? Alors, la question de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour Valérie Pécresse, elle est directement liée au problème des quotas. La France, et notre pays n'est pas le seul en Europe, éprouve les plus grandes difficultés à reconduire à la frontière des étrangers qui sont sur son sol en situation irrégulière. Et ça s'explique par le fait que beaucoup de pays d'origine, en tout cas beaucoup de pays d'origine qui sont les partenaires de la France sur la question de l'immigration, donc je pense notamment aux pays du Maghreb et un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, mais ils n'ont pas de monopole, si j'ose dire. Des pays d'Asie se montrent au moins aussi réticents que ceux que je viens de citer. Ces pays d'origine délivrent les fameux laissez-passer consulaires qui sont indispensables à la reprise de leurs clandestins au compte-gouttes. Ça, c'est une situation dont personne ne peut se satisfaire, sauf à considérer qu'on prend des lois pour ne pas les appliquer, qu'on prend des arrêtés, des obligations de quitter le territoire et qu'on s'accommode aisément qu'elle reste lettre morte. Non, ça n'est pas le cas de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, elle souhaite que la question de l'immigration soit traitée dans ce qu'on appelle le cadre de l'état de droit. Et par voie de conséquence, elle pense que pour vaincre les réticences des pays d'origine à reprendre leurs clandestins, pour faire en sorte que se noue un dialogue vraiment raisonnable et fructueux entre la France et les pays d'origine de l'immigration, il faut mettre en place cette politique de quotas. Et elle le dit avec beaucoup de clarté, elle se servira de cette politique de quotas pour faire pression sur les pays d'origine de l'immigration qui refusent actuellement de reprendre leurs clandestins. Parce qu'on ne peut pas, dans la vie, avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Si un pays veut que ses ressortissants continuent à avoir un accès à peu près normal au territoire français, soit pour y faire des études, soit pour rejoindre un membre de sa famille, soit pour y travailler, il faut que ce pays joue le jeu de la reprise des clandestins. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Comme vous le savez, je vais prendre un exemple qui est celui... Pardon, monsieur Stefanini. Bon, non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'en fait, moi, je suis très scolaire. Hein. J'étais élevée à l'école républicaine. Et en fait, ma question, elle était sur le financement, en réalité. Elle n'était pas à savoir qui, quoi, comment, etc. Mais vraiment, comment on va chercher ce financement? Parce que quand on regarde le coût d'un hébergement, on est très, très loin, en fait, des 2 milliards qu'il faut aller chercher. Donc c'est surtout pour ça. Enfin, je vous rappelle qu'un hébergement pour 1 an pour un clandestin, c'est entre 6 à 7 000 euros. Et là, on parle quand même d'aller chercher 2 milliards d'euros pour pouvoir renvoyer, plutôt que de régulariser ces clandestins. Non, mais je ne peux pas vous suivre là-dessus, et c'est délibérément que j'ai choisi de ne pas répondre à votre C'est pour ça que je reviens, vous avez compris, c'est pour ça que je ne peux pas vous suivre non plus sur votre propos. La question de l'immigration, ce n'est pas une question purement financière. Moi, je ne me suis jamais situé sur ce terrain-là, je vous le laisse. Je crois encore une fois que nous avons des lois. Ces lois définissent pour les ressortissants étrangers un certain nombre de droits. Ils définissent pour eux la possibilité de venir en France, encore une fois, pour études, pour raisons familiales, pour travailler. Voilà. Alors après, la question, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'on est en présence d'un étranger qui, pour une raison ou pour une autre, n'a pas respecté la loi française, est-ce qu'on met exécution la mesure de reconduite à la frontière, ou est-ce qu'on considère que tout ça n'a pas d'importance et qu'il faut régulariser tout le monde? Vous avez compris quel est le sens de la réponse de Valérie Pécresse. Nous n'avons pas l'intention de régulariser tout le monde. Nous avons même dit, et je reviens à la première question, nous avons même dit que nous ferions en sorte que ne puissent pas être régularisés les étrangers entrés en France de manière irrégulière. Car encore une fois, comme le Conseil constitutionnel, nous faisons la différence entre l'entrée irrégulière et le séjour irrégulier. Vous l'aviez perçu, en fait, on a voulu prendre l'immigration dans un sujet, enfin, dans une problématique globale, en fait, et pas simplement sur le sens comme vous le mettiez. Donc, on trouvait que la technicité du coût était aussi intéressante par rapport aux propos du programme de Madame Pécresse. Donc, pardonnez-moi d'être revenu sur ce point-là qui nous paraissait important. Il vous reste moins 1 minute. Pour votre carte blanche, je propose néanmoins de vous en offrir 2, si vous l'acceptez, pour pouvoir conclure à votre guise. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais conclure de façon très synthétique en résumant le programme de Valérie Pécresse. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous pensons que la France fait l'objet, depuis une vingtaine d'années, d'une 3e vague migratoire qui est plus importante que celle que la France a connue après la Deuxième Guerre mondiale et qui est une vague migratoire qui est sans relation ni avec la démographie française, ni avec la situation de notre économie et notamment nos perspectives de croissance. Nous pensons donc qu'il faut réduire les flux migratoires à destination de la France. C'est tout le sens de la politique des quotas que Valérie Pécresse veut mettre en œuvre. Et nous pensons que cette politique des quotas, cette réduction des flux migratoires, alors Valérie Pécresse a cité un chiffre, elle a dit qu'elle pensait avec cette politique des quotas pouvoir diviser par 2 le volume de l'immigration à destination de la France. Nous pensons que ça permettra de mieux intégrer les ressortissants étrangers qui se seront vus reconnaître un droit de séjour en France. Car nous lions les 2 questions. Ce sujet de l'intégration des ressortissants étrangers, il a été totalement sous-estimé dans notre pays. Et si on compare les efforts qu'un pays comme l'Allemagne a entrepris de faire à partir de la grande crise des réfugiés de 2015-2016, qui a vu l'arrivée en Allemagne, sur chacune des années 2015-2016, de plus d'1 million de réfugiés, si on compare les efforts que les Allemands ont faits en matière d'apprentissage de la langue, en matière de découverte de la civilisation allemande, en matière, encore une fois, d'intégration par l'emploi et par le logement, avec ce qui se fait en France, eh bien, il n'y a pas photo. Nous ne nous donnons pas les moyens d'intégrer correctement les populations étrangères que nous accueillons en France. Valérie Pécresse veut rompre avec ce cercle vicieux. Elle veut, en un mot, accueillir moins pour intégrer mieux. Je vous remercie. Merci.